Bonjour. Alors, la dernière chose qu'on a vue la séance précédente, c'était comment utiliser les suites pour montrer qu'une fonction n'admet pas de limite. Comme exemple, la fonction cosinus x, elle n'admet pas de limite en plus l'infini. Donc, il suffit de trouver deux suites, un et vn, qui tendent vers plus l'infini, telles que f de un et f de vn n'ont pas la même limite. N'ont pas la même limite, c'est suffisant pour dire que f n'a pas de limite en plus l'infini. Donc, on a choisi un égale à 2nπ et vn égale à pi plus 2nπ. F de un, cosinus de nπ, c'est comme cosinus de 0, c'est 1. Et f de vn, cosinus de pi plus de nπ, c'est cosinus pi, c'est moins 1. Donc, on a utilisé le fait que la fonction cosinus est de période de pi. Donc, f de un tend vers 1 et f de vn tend vers moins 1. Et les deux suites un et vn tendent vers plus l'infini. Mais f de un et f de vn n'ont pas la même limite. Donc, la fonction f n'a pas de limite en plus l'infini. On passe maintenant au théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème dit que si f est une fonction continue sur un segment AB, alors pour tout réel y compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale à y admet au moins une solution. C'est-à-dire il existe au moins un élément C appartenant à AB tel que y égale à f de C. Bien d'une autre manière, y admet au moins un antécédent. On illustre ça par un schéma. Voilà le domaine de définition. C'est AB, il est sur l'axe des abscisses. Les images de A et B sont sur l'axe des ordonnées. Donc si je prends un Y entre f de A et f de B, on voit bien que Y, dans cet exemple, il admet exactement trois antécédents. Il suffit de tracer une droite horizontale qui passe par Y. Cette droite, elle coupe le graphe de f en 3 points. Donc l'équation f de x égale à y admet ici trois solutions, C1, C2 et C3. C'est-à-dire f de C1 égale à y, f de C2 égale à y, f de C3 égale à y. Le théorème dit qu'il existe au moins un élément C tel que f de C égale à y. Bien sûr, si on ajoute une autre condition, si la fonction est strictement croissante ou bien strictement décroissante, cette solution va être unique. La continuité, elle est très importante, comme le montre cet exemple. Si la fonction f n'est pas continue, et vous voyez bien que le y dans ce schéma n'a pas d'antécédent. La droite horizontale qui passe par y ne coupe pas le graphe de f. Et donc, y n'a pas d'antécédent. Donc, il n'existe aucun élément C qui vérifie f de C égale à y. Donc, la continuité elle est indispensable. Comme corollaire, c'est-à-dire comme conséquence de ce résultat, la version simple que vous connaissez tous, si f est continu sur le segment AB, f de A, f de B est strictement inférieur à 0, alors il existe C tel que f de C égale à 0. C'est une conséquence du théorème, parce que f de A, f de B inférieur à 0, ça implique quoi? Ça signifie que ou bien f de A est positif et f de B est négatif, ou bien f de A est négatif et f de B est positif. Et dans les deux cas, 0, il est entre f de A et f de B. 0, c'est le y du théorème. Il est entre f de A et f de B, et la fonction elle est continue, donc il existe C tel que f de C égale à 0.
Autrement, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution. Graphiquement, c'est l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Dans cet exemple, f de a est négatif, f de b est positif. Alors, la courbe, pour qu'elle passe du point de coordonnées a, f de a, au point de coordonnées b, f de b, alors forcément, elle va intercepter la courbe, et il va intercepter l'axe des abscisses, forcément. Donc, il y aura une solution. C'est grâce à la continuité, bien sûr. Comme exemple, un polynôme de degré impair, il possède au moins une racine réelle. C'est un résultat important. Un polynôme de degré impair, de degré 3, 5, 7, de degré impair, elle a toujours une racine. L'équation P de x égale à 0 admet toujours une racine. Au moins, bien sûr. Dans cet exemple, 3 racines. L'intersection avec l'axe des abscisses, il y a 3 points. Alors, pourquoi? Je prends ici un polynôme de degré n impair. Je suppose que le coefficient dominant an est strictement positif. La même démonstration si an est négatif. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la limite de p de x quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini? Puisque, bon, plus l'infini, c'est plus l'infini. Et moins l'infini, ça peut donner plus l'infini, ça peut donner moins l'infini, ça dépend de la parité de n. Ici, puisque n est impair, donc la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et ça signifie quoi? Puisque p de x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, ça veut dire que p, il prend des valeurs négatives. D'accord? Puisque p il peut aller jusqu'à moins l'infini, ça veut dire qu'il prend des valeurs négatives. La même chose, limite de p égale à plus l'infini, ça veut dire que p il prend des valeurs positives. Et donc, il existe des éléments, des réels, a et b, tels que p de a est positif, est négatif, et p de a et p de b est positif. Et là, on applique le théorème des valeurs intermédiaires entre a et b, puisque p est continu, la fonction p de x, elle s'annule. Donc, l'équation p de x égale à 0 admet au moins une solution. Et comme conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, que si f est continu sur un intervalle, alors son image est aussi un intervalle. L'image d'un intervalle, par exemple, continu est un intervalle. Mais attention, l'image du segment AB, c'est pas forcément f de A, f de B. Là, c'est dans un cas particulier, si f est croissante, alors l'image du segment AB, c'est le segment f de A, f de B. Si f est décroissante, l'image du segment AB, c'est le segment f de B, f de A. Mais dans le cas général, non, c'est faux. Comme on le voit bien dans ce schéma, l'image du segment AB, vous voyez bien, c'est pas le segment f de A, f de B. Il faut prendre, c'est toute la partie envers l'image de AB. C'est toute la partie envers. C'est pas seulement le segment FA, f de B. Donc, pour avoir l'image d'un segment, il faut prendre la valeur minimale et la valeur maximale. Vous voyez donc la valeur minimale, entre la valeur minimale et la valeur maximale, c'est toute la partie verte, c'est l'image du segment AB. Donc, si f est continu sur un segment AB, l'image du segment f de AB, c'est exactement le segment petit m, grand M, avec petit m, c'est la valeur minimale, et grand M, c'est la valeur maximale. Et en plus, les deux valeurs, elles sont atteintes. Vous voyez bien, sur le schéma, il existe deux éléments, C1 et C2, tels que f de C1 est égal à grand M, et f de C2 égale à petit m. Alors, on dit que la valeur minimale et la valeur maximale sont atteintes. Donc, petit m et grand M sont des images. Ils appartiennent à la courbe. Et voilà donc le théorème. L'image d'un segment par une application continue d'un segment. Si f est continu, alors f est borné, bien sûr, parce il est minoré et majoré, et elle atteint ses bornes. La plus petite valeur et la plus grande valeur, elles appartiennent à la courbe, ce sont des images.
Alors maintenant, on va définir la notion de bijection. Cette notion va nous servir pour dire que l'équation qu'on utilise dans le théorème des valeurs intermédiaires, dans ce théorème, on a dit qu'il admet au moins une solution. Et si en plus la fonction est bijective, dans ce cas, la solution elle est unique. C'est quoi bijectif? Si bijectif, ça veut dire que tout élément de f admet exactement un antécédent dans E. Donc, f est bijectif si, quel que soit y dans f, il existe un élément unique, x appartenant à E, tel que y égale à f de x. Bien sûr, l'unicité, on la représente par ce symbole, point d'exclamation. Donc, quel que soit y dans f, il existe un unique élément x dans E, tel que y égale à f de x. E, c'est l'ensemble de départ et f, c'est l'ensemble d'arrivée. Ça, c'est la définition dans le contexte général. Dans ces deux schémas, est-ce que la fonction est bijective? Dans le premier schéma à gauche, vous voyez bien, on lit la valeur de y sur l'axe des ordonnées. Il y a un élément y qui n'a pas d'antécédent, parce que la droite horizontale qui passe par y, il ne coupe pas la coupe. Donc, cet élément n'a aucun antécédent, donc cette fonction n'est pas bijective. Dans le deuxième exemple à droite, on voit bien un élément y sur l'axe des ordonnées qui a trois antécédents, x1, x2, x3. Et donc, la fonction n'est pas bijective. Parce qu'il doit y avoir un seul antécédent. Alors, comment on exprime, ou bien, comment elle est le graphe de la fonction f-1? Donc, il est symétrique du graphe de f par rapport à l'axe y égale à x. À la droite, y égale à x s'appelle aussi la première bisectrice du repère. Alors voilà, la courbe de f en bleu, la droite y égale à x en noir, et la courbe de f-1, elle est symétrique par rapport à la courbe de f, donc elle est en vert. Une petite remarque, lorsque la courbe de f, lorsqu'il y a une intersection de la courbe de f avec la droite y égale à x, la courbe de f-1 passe aussi par ce point. D'accord? Vous voyez bien les deux courbes, ils interceptent la droite y égale à x en même point. Alors, le théorème de la bijection, vous le connaissez tous. Si f est continu et strictement monotone, alors c'est une bijection de l'intervalle i vers son image. Donc, f établit une bijection de i dans l'intervalle image, j égale à f de i. Voilà un schéma illustratif. Alors, voilà l'intervalle i. La fonction f elle est strictement croissante. L'image j égale à f de i en vert. F est bijective de i dans j. C'est facile de déterminer l'image d'un intervalle si la fonction est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Il suffit de prendre les extrémités. L'image des deux points de l'extrémité ou bien les limites si les deux points n'appartiennent pas au domaine de définition. Par exemple, l'image de AB, c'est f de A, f de B, ou bien limite de f quand x tend vers A et limite de f quand x tend vers B. Et la fonction réciproque f-1, elle est définie de j dans i. C'est l'inverse de la fonction f qui est définie de i dans j. Alors f-1, elle est continue, elle est strictement monotone sur j et elle a le même sens de variation que f. C'est-à-dire si f est strictement croissante, alors f-1 aussi strictement croissante. Si f est strictement décroissante, il en est de même de f-1. Voilà, dans cet exemple, la fonction elle est strictement croissante et son image réciproque, sa fonction réciproque, elle est aussi strictement croissante. Exemple, si je prends f de x égale à x carré.
pourquoi cette fonction n'est pas bijective? F de x égale à x carré sur R. Voilà, tout simplement, si je prends une équation f de x égale à y, avec un y donné, cette équation, il peut avoir plusieurs solutions ou bien aucune solution. Donc l'équation x carré égale à y. Si y est positif, les solutions, il y a deux solutions, racine de y et moins racine de y. Donc il n'y a pas une solution unique. Et si y est négatif, il n'y a pas de solution. X carré est toujours positif, donc si y est négatif, l'équation x carré égale à y n'a pas de solution. Le seul cas où l'équation admet une solution unique, c'est y égale à 0. Donc l'équation x carré égale à 0, et c'est équivalent à x égale à 0. Donc là, il y a une solution unique. Mais pour les autres points, ou bien il n'y a pas de solution, ou bien il y a deux solutions. Donc la fonction n'est pas bijective. Parce que bijective, il faut que pour tout élément y, il faut avoir une solution unique x. Par contre, si je prends les restrictions de f sur moins l'infini 0 ou bien sur 0 plus l'infini, la restriction, ça veut dire quoi? C'est la même fonction, mais elle n'est pas définie sur tout l'ensemble de définitions, seulement sur une partie de cet ensemble. Ça s'appelle une restriction. Donc, si je considère seulement l'intervalle moins l'infini 0, avec la même fonction, l'image de x et x carré, donc c'est la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 0. La même chose, si je prends l'intervalle 0 plus l'infini, f2, c'est la restriction de f sur cet intervalle 0 plus l'infini. Sur ces deux restrictions, elles sont bijectives. Parce que si je prends la fonction f1, si je prends un élément y dans l'ensemble d'arrivée, 0 plus l'infini, elle a un unique antécédent dans l'intervalle moins l'infini 0. Autrement, l'équation x carré égale à y, c'est équivalent à quoi? Avec y positif, c'est équivalent à x égale à moins racine de y. Parce que x est négatif. Donc, il y a une solution unique. Pour la fonction f2, l'équation x carré égale à y avec y positif, c'est équivalent à x égale à racine de y. Et donc, les deux fonctions sont bijectives. Alors, voilà les courbes de f1 et f2. f1, elle est strictement décroissante et f2, elle est strictement croissante. Donc, continu et strictement monotone implique bijective. Et les fonctions réciproques pour y supérieur ou égal à 0, f moins 1 de y, c'est moins racine de y, qui est négatif, qui est dans l'intervalle moins l'infini 0. Et f de moins 1 de y, c'est racine de y, qui est positif. Et voilà. Donc, si je considère chaque restriction, donc c'est une bijection. Si je considère toute la courbe constituée de f1 et f2 en même temps, toute la courbe, non, ce n'est pas bijectif parce que dans cet exemple, le y, il a mes deux antécédents, racine de y et moins racine de y. Donc, il n'est pas bijectif. Mais si je prends les deux restrictions, f1 sur l'intervalle moins l'infini 0, donc il est bijectif. f2 sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est bijectif. Si je veux tracer les bijections des fonctions réciproques, il suffit de prendre les symétries par rapport à la droite y égale à x. Voilà, f1 moins 1, c'est le symétrique de f1 par rapport à y égale à x. Il est représenté par des pointillés en vert. f2, la même chose, par des pointillés en bleu. f2 moins 1, symétrique de f2. Un autre exemple, la fonction f de x égale à x puissance n. Elle est strictement croissante. L'image au 0, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, continue strictement croissante, c'est une bijection. Sa bijection réciproque
c'est la racine nème de x. Elle est notée racine nème de x ou bien x puissance 1 sur n. C'est la même chose. Ça s'appelle la racine nème. On passe maintenant à la notion de dérivée. On commence par une petite introduction pour bien comprendre la dérivée. Alors, on veut calculer la racine de 1,01. Bien sûr, on peut avoir une valeur approchée à l'aide de la calculatrice. 1,01, elle est très proche de 1. Et donc, la racine de 1,01, elle est très proche de la racine de 1, qui est égale à 1. Donc, là, on a utilisé la fonction racine de x qui est continue. Donc, lorsque x est proche de x0, f de x est proche de f de x0. F de x0, il est représenté par une droite horizontale. Si f de x0 égale à y, donc c'est une droite horizontale qui passe par y. Alors, ici, x0 c'est 1, et la racine de 1 c'est 1. Donc, est-ce qu'on peut approcher la courbe de f par cette droite horizontale, y égale à 1? Au voisinage de 1, bien sûr, lorsque x est très proche de 1. Autrement, si je prends un intervalle très petit sur l'axe des abscisses, un intervalle très petit qui contient 1, la courbe qui correspond à cet intervalle, donc c'est un petit morceau de la courbe de la fonction racine de x, qui est proche à un segment un peu incliné. Est-ce qu'on peut l'approcher? Est-ce qu'on peut remplacer cette courbe par la droite horizontale? Normalement, ça ne donne pas une bonne approximation. On espère avoir plus de précision. Peut-être si on utilise la tangente, c'est mieux. C'est quoi l'équation de la tangente? Y égale à x moins x0, f' de x0 plus f de x0. Dans cet exemple, c'est f' de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc f' de x0, c'est f' de 1, c'est 1 demi. Et donc l'équation de la tangente, y égale à x moins 1, facteur de 1 demi plus 1. Alors, regardons sur le schéma. Alors, vous voyez bien, maintenant, si je prends un intervalle sur l'axe des abscisses, un intervalle très petit qui contient 1, et regardons la courbe de f dans cet intervalle, il est très proche à la droite tangente qui est représentée ici en rouge. Donc, la tangente, ça donne une meilleure approximation. D'où l'utilité de la dérivée. Alors, la définition, avant de voir la définition, donc, appliquons ça à cet exemple. F' de x, c'est 1 sur x, on a dit. L'équation de tangente, c'est y égale à x moins 1, 1 demi plus 1. Et donc, si x est proche de 1, f de x est proche de la tangente, c'est-à-dire f de x est proche de x moins 1 pour 1 demi plus 1. Remplaçons x par 1,01. Donc, on obtient après les calculs que f de x est proche de 1,005. Si on prend la calculatrice, la racine de 1,01, ça donne presque 1,00498. Vous voyez bien, cette valeur est très proche de la valeur qu'on a obtenue en utilisant la tangente, la valeur 1,005. On passe maintenant au cas général. F est défini sur un intervalle ouvert I et x0 un élément de I. On dit que f est dérivable en x0 si le taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0 admet une limite finie lorsque x tend vers x0. Cette limite, on la note f'
de x0, ça s'appelle le nombre dérivé de f au point x0. F est dérivable sur tout l'intervalle si f est dérivable en tout point de cet intervalle. Ce qui permet de définir la fonction f' qui s'appelle la fonction dérivée de f. Ça c'est notre f' ou bien d de f sur d de x. Exemple, la fonction x carré. Vous connaissez tous la dérivée de la fonction x carré. C'est 2x. Mais est-ce que vous êtes un jour vous êtes demandé d'où vient cette dérivée 2x, f' de x égale à 2x? On va voir ça de près. Alors, pour avoir la dérivée en un point x0, il suffit de calculer le taux d'accroissement en ce point et calculer sa limite quand x tend vers x0. F de x moins f de 0 sur f de x0 sur x moins x0, donc c'est x carré moins x0 au carré sur x moins x0. Je factorise et je simplifie par x moins x0. Maintenant, je passe à la limite. La limite quand x tend vers x0 de ce taux d'accroissement, c'est 2x0. Vous voyez bien, donc f' de x0, c'est 2x0. Et ça, pour tout point x0 de R. Et donc, f' de x, c'est 2x, quel que soit x dans R. Et toutes les dérivées usuelles que vous connaissez, normalement, on les a obtenues en utilisant la limite du taux d'accroissement. La droite tangente au point de coordonnées x0, f de x0, c'est la droite d'équation y égale à x moins x0, f' de x0 plus f de x0. La différence entre la droite tangente et le taux d'accroissement. La droite tangente, elle a pour coefficient directeur f' de x0. Alors que le taux d'accroissement, c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par les deux points x0, fx0 et x, f de x. On va voir ça sur le schéma. Voilà la droite qui passe par les deux points m0, m. x0, c'est un point fixe. Et on va faire varier x. On va l'approcher à x0. On va faire tendre x vers x0. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe lorsque x s'approche de x0. Vous voyez donc, la droite, elle pivote autour du point M0. On s'approche encore une fois. Elle pivote encore une fois. Et à la limite, lorsque x devient très proche de x0, on obtient la tangente. Vous voyez? Donc, le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de x0. Donc, c'est la limite du coefficient directeur de la droite M0M qui est égal au taux d'accroissement. Fx moins fx0 sur x moins x0. Alors maintenant, si j'emplace x par x0 plus h, lorsque x tend vers x0, h tend vers 0. Donc, x est remplacé par x0 plus h. Et en bas, au dénominateur, x moins x0 est remplacé par h. Lorsque x tend vers x0, h tend vers 0. On obtient une définition équivalente. F est dérivable en x0 si seulement si cette limite existe et elle est finie. La limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Une autre remarque maintenant, si f est dérivable, alors bien f est dérivable si seulement si il existe un réel L, c'est le nombre dérivé de f au point x0, et s'il existe une fonction epsilon définie sur l'intervalle i telle que la limite de epsilon quand x tend vers x0 égale à 0, et avec cette formule f de x égale à f de x0 plus x moins x0 fois L plus x moins x0 fois epsilon de x. Mais ça vient d'où cette formule? Bon, si je retranche f de x0 et je divise par x moins x0, qu'est-ce que j'obtiens?
Donc le taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0, ça va être L plus epsilon de x. Donc il suffit de poser epsilon de x égale à fx moins fx0 sur x moins x0 moins L. Et donc, cette fonction f, c'est epsilon de x. Lorsque f est dérivable, cette fonction epsilon de x, elle tend vers 0. D'accord? Et dans ce cas, L est égale à f' de x0. Mais en pratique, bien sûr, on utilise la limite usuelle, la limite, on calcule directement la limite de f de x moins fx0 sur x moins x0. Cette écriture, cette dernière écriture fx, pardon, cette dernière écriture ici, en- devant nous, ça sert à quoi? Ça peut servir à faire des démonstrations de certaines propriétés. Comme par exemple, si f est dérivable, alors au point x0, alors f est continu en x0. D'accord? À partir de cette formule, si je calcule la limite de f de x quand x tend vers x0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne exactement fx0. Et donc f est continu au point x0. Et si f est dérivable sur tout l'intervalle i, alors f est continu sur u, sur i. Alors supposons que f est dérivable en x0, on écrit la formule. Comme je l'ai dit, cette formule, elle sert pour faire des démonstrations, pas pour faire des calculs. Et à la limite, on obtient f de x tend vers f de x0, donc f est continu. Mais la réciproque, elle est fausse. C'est-à-dire, si f est continu, alors on n'a pas forcément f est dérivable. Comme exemple, je prends la fonction valeur absolue. Elle est continue en 0, mais n'est pas dérivable en 0. Pourquoi? Regardons le graphe de la valeur absolue. Vous voyez bien que elle est représentée par une demi-droite à gauche et une demi-droite à droite. Mais bon, une demi-droite à gauche qui a pour coefficient directeur moins 1 et une demi-droite à droite qui a pour coefficient directeur 1. Autrement, la dérivée à gauche et la dérivée à droite sont différentes. Peut-être vous allez vous demander comment j'ai trouvé moins 1 et 1. Il suffit de calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire la limite de la valeur absolue de x sur x, quand x tend vers x0. Or, la valeur absolue de x est égale à x si x est positif et moins x si x est négatif. Et donc, le taux d'accroissement, ça va être 1 si x est positif, moins 1 si x est négatif. D'accord? Donc, la dérivée à gauche, c'est moins 1 et la dérivée à droite, c'est 1. Et la dérivabilité, normalement, elle est représentée. La courbe de f en un point ne doit pas être pointue. Ne doit pas être pointue, comme dans ce cas. Pointue, ça veut dire la dérivée à droite et la dérivée à gauche sont différentes. Et donc f n'est pas dérivable. Voilà le détail des calculs. Le taux d'accroissement. Donc c'est plus 1 si x est positif, moins 1 si x est négatif. Une autre notation, bien sûr, de la dérivée, c'est la notation qu'on utilise en physique. F' de x, c'est de f de x sur d de x. Et dans ce schéma, la droite en vert, c'est la droite tangente qui a pour coefficient directeur f' de x. Ou bien f' de x, c'est la pente de la tangente. C'est la pente. Quelques opérations sur les dérivés. Dérivée de la somme, dérivée de lambda fois f, dérivée de f fois g, vous connaissez cette formule, f' fois g plus f fois g', dérivée de 1 sur f, si f ne s'annule pas, c'est moins f' sur f carré, dérivée de f sur g, si g ne s'annule pas, f'g moins fg' sur g carré. Bien, une autre façon d'écrire ça sans la variable x. F plus g', c'est f' plus g'.
Lambda f', c'est lambda fois f'. F fois g', c'est f'g plus fg'. 1 sur f', c'est moins f' carré, f' sur f' carré. F sur g', c'est f'g moins fg' sur g carré. Et ce sont des formules connues. Et pour quelques exemples, dans ce tableau, on représente quelques exemples usuels. La dérivée de la fonction x puissance n, donc c'est un petit rappel. Je pense que vous vous souvenez bien de ces dérivées. Dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Dérivée de 1 sur x moins 1 sur x carré. Dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x. Dérivée de x puissance alpha, alpha x puissance alpha moins 1. Dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et finalement, dérivée de la fonction de tangente, il a deux formules. 1 plus tangente carrée ou bien 1 sur cos carré. Pour le composé, bien la composée des deux fonctions, si f est dérivable en un point x et g est dérivable en f de x, alors g rend f est dérivable en x. Et voilà la formule, g rend f' de x, c'est g' de f de x multiplié par f' de x. En exemple simple, la dérivée de ln de 1 plus x carré. Vous avez l'habitude d'écrire ln de u, dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Voilà la justification. On pose f de x égale à 1 plus x carré et g de x égale à ln de x. Donc là, on est devant la fonction g rond f de x. Donc on a besoin de la dérivée de f et de la dérivée de g. La dérivée de f, f' égale à 2x. La dérivée de g, g' égale à 1 sur x. Maintenant, on écrit la formule de g rond f' de x, c'est g' de f de x fois f' de x. Donc je remplace f de x par sa valeur. Ça donne g' de 1 plus x carré multiplié par 2x. Or, pour avoir g' de 1 plus x carré, il suffit de remplacer dans l'expression de g' de x qui est égal à 1 sur x, remplacer x par 1 plus x carré. Donc, ce qui donne 2x sur 1 plus x carré. Alors, un tableau qui contient quelques dérivées usuelles, c'est le même que tout à l'heure, mais ici, ce n'est pas x puissance n, c'est une fonction u puissance n. Donc, il suffit de reprendre le même tableau précédent, mais ajouter la dérivée de multiplié par la dérivée de u dans toutes les formules. Dérivée de x puissance n, c'est nx puissance n moins 1. Donc, pour une fonction u puissance n, je multiplie par u'. N et prime u puissance n moins 1. De même pour tous les autres. Donc, vous reprenez le même tableau précédent. Et pour chaque formule, vous multipliez par la dérivée de u. C'est très important. Alors maintenant, si je veux dériver une fonction avec un exposant qui dépend de x, un exposant, la puissance, par exemple 2 puissance x, il ne faut pas écrire 2 puissance x prime, c'est x fois 2 puissance x moins 1. Attention, c'est faux. D'accord? Ça, c'est la dérivée de x puissance alpha. Parce qu'on a x puissance une constante. La dérivée, c'est alpha, x puissance alpha moins 1. Mais ici, c'est l'inverse, c'est alpha puissance x. Ce n'est pas x puissance alpha. Donc, il faut absolument passer par la forme exponentielle. Et maintenant, l'exponentielle d'une fonction u, la dérivée, c'est u' fois l'exponentielle de u. Ici, la dérivée de x, ln de 2, c'est ln de 2. Donc, c'est ln de 2 multiplié par l'exponentielle de x, ln de 2. Et je reprends l'expression initiale de l'exponentielle de x ln de 2, c'est 2 puissance x. Et donc la dérivée de 2 puissance x, c'est ln de 2 fois 2 puissance x. Ça n'a rien à voir avec puissance x moins 1. Attention. On passe maintenant à la dérivation de la bijection réciproque.
si f est une bijection de l'intervalle i vers un intervalle j, f moins 1 qui est défini de j dans i, sa fonction réciproque. On suppose que f est dérivable. On veut dériver f moins 1. F moins 1 prime de x, c'est 1 sur f prime de f moins 1 de x. Mais pour pouvoir écrire ça, il faut que le f prime de f moins 1 de x soit non nul. D'accord? F moins 1 de x, elle appartient à i. Et donc f' d'un élément de i ne doit pas être nul. Donc f' ne doit pas s'annuler sur i. C'est ça la condition principale de ce théorème. Si f est dérivable et sa dérivée ne s'annule pas sur i, alors f-1 est dérivable et quel que soit x en j, f-1' de x est égal à 1 sur f' de f-1 de x. La justification de ça, si on note g égale à f-1, alors f de g de x c'est x. C'est toujours vrai. La composée d'une fonction avec sa fonction réciproque, c'est x. D'accord? F rend f moins 1 de x, c'est x. Ou bien f moins 1 rend f de x, c'est x. La même chose. Donc ici, on utilise f rend f moins 1. F de g de x est égal à x. Et je dérive, j'utilise la formule de dérivation. Donc c'est f' de g de x multiplié par g' de x égale à 1. Nous, on cherche on cherche g' de x, la dérivée de g, la dérivée de f moins 1. Donc je divise par f' de g de x. Et j'emplace g de x par f moins 1 de x. Et voilà la formule. Alors, comme exemple, on prend la fonction f de x égale à x plus exponentielle de x. La dérivée, c'est 1 plus exponentielle de x qui est strictement positif. La fonction est dérivable, bien sûr, parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables. Et sa dérivée est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. Donc c'est une bijection. Je calcule les limites en plus infini et moins infini. Puisque la limite de l'exponentielle de x est égale à 0 si x tend vers moins l'infini et plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on obtient limite de f de x égale à moins l'infini quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, f de r est égal à r et f est donc une bijection de r dans r. On peut calculer la dérivée de f moins 1 prime. On a dit que la condition, c'est que f prime ne doit pas s'annuler. Donc ici, f' de x, c'est 1 plus exponentielle de x, il ne s'annule jamais. Et donc, si je prends g égale à f moins 1, je peux dire que g est dérivable. Là, j'ai repris la démonstration. Normalement, vous faites directement g' de x, c'est 1 sur f' de g de x. D'accord? G' de x est égal à 1 sur f' de g de x. Avec g de x, c'est f moins 1 de x. Donc, si je prends f en g de x égale à x, je la dérive, j'obtiens f' de g de x égale à f' de g de x fois g' de x égale à 1. Donc, g' de x, c'est 1 sur f' de g de x. Donc, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de g de x. Alors, c'est quoi l'exponentielle de g de x? Comment évaluer l'exponentielle de g de x? Il ne faut pas oublier que f de g de x est égal à x. Donc, si on revient à l'expression de f de x et on remplace x par g de x, on obtient f de g de x égale à g de x plus exponentielle de g de x, qui est égal à x. Et donc, l'exponentielle de g de x est égale à x moins g de x. Et on obtient alors g' de x égale à 1 sur 1 plus x moins g de x. Bien sûr, l'expression de g de x n'est pas connue.
Donc, je ne peux pas simplifier cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie au moins de trouver quelques valeurs. Par exemple, f de 0, c'est quoi? F de 0, c'est 0 plus exponentielle de 0, c'est 1. D'accord? F de 0 égale à 1. Et donc, g de 1 égale à 0. G, c'est la réciproque de f. F de 0 égale à 1. G de 1 égale à 0. G de 1 égale à 0. Donc, je peux calculer g' de 1. Donc, c'est 1 sur 1 plus 1 moins g de 1. Donc, c'est 1 sur 2. Donc, g' de 1, c'est 1 demi. Ou encore, f moins 1' de 1, c'est 1 demi. Et si on veut la tangente à f moins 1 au point 1, donc c'est y égale à f'. Y égale à g' de 1, facteur de x moins 1 plus g de 1. Donc, c'est 1 demi, facteur de x moins 1 plus 0. Donc, c'est y égale à 1 demi, facteur de x moins 1. Ça, c'est la courbe de f. Par symétrie par rapport à l'axe y égale à x, on obtient la courbe de g. Et la tangente au point 1, c'est cette droite y égale à 1 demi, facteur de x moins 1. D'accord? Donc, on passe à notre exemple. F de x égale à x, ln de x moins x qui est défini sur l'intervalle. Normalement, il est défini sur 0 plus l'infini. Ici, on va prendre l'intervalle 1 plus l'infini. L'image de 1, c'est quoi? C'est 1 ln de 1 moins 1, donc c'est moins 1. La limite de f quand x tend vers plus l'infini, c'est quoi? On factorise par x, on obtient x facteur de ln de x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et donc, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est moins 1 plus l'infini. Bien sûr, j'ai pris seulement les extrémités. On ne fait pas ça toujours. On le fait lorsque f est croissante. Donc, il faut d'abord calculer f' et voir si f est croissante ou non. F' de x, c'est ça, c'est ln de x. C'est pour ça qu'on a pris l'intervalle 1 plus l'infini. On n'a pas pris tout l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que dans l'intervalle 0 plus l'infini, ln de x n'a pas de signe constant. Il faut prendre ou bien 0, 1 ou bien 1 plus l'infini. C'est là où ln admet un signe constant. Elle est négatif dans l'intervalle 0, 1 et positif dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc ici, f' est strictement positif, f est strictement croissante, continue strictement croissante, donc c'est une bijection. Et si on note g égale f moins 1, comment calculer g de 0? Pour calculer g de 0, il faut d'abord trouver la, il faut d'abord résoudre l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire, si on trouve un élément x tel que f de x égale à 0, alors g de 0, ça va être x. D'accord? Si f de x égale à 0, alors g de 0 égale à x. Donc, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Voilà, ça, c'est des calculs pour montrer que f est bijectif, continue strictement croissante, f de 1, c'est moins 1, limite de f de x. Factorisant par x, c'est plus l'infini. Donc, f réalise une bijection de 1 plus l'infini vers moins 1 plus l'infini. Maintenant, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. G de 0 égale à x, c'est équivalent à f de x égale à 0 avec x dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, c'est équivalent à x, ln de x moins x égale à 0. Donc, je factorise par x. Je simplifie par x parce qu'il est non nul. Donc, ln de x égale à 1. Donc, x égale à e. Et donc, g de 0 est égal à e. C'est-à-dire f moins 1 de 0, c'est e. Et donc, c'est quoi g' de 0? C'est g' de 0, c'est 1 sur f' de g de 0. Donc, g' de 0, c'est 1 sur f' de e. 1 sur f' de e, c'est 1 sur ln de e, c'est 1.
Et voilà, f moins 1 de 0, c'est g de 0, c'est e. Et g' de 0, c'est 1 sur f' de g de 0, c'est 1 sur f' de e, c'est 1 sur ln de e, c'est 1. On a répondu aux deux questions, calcul de g de 0 et g' de 0. On passe maintenant aux dérivées d'ordre supérieur. On considère une fonction f dérivable, sa dérivée c'est f'. Si f' est dérivable, la dérivée de f', on la note f seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Et par récurrence, on définit toutes les dérivées à n'importe quel ordre. La dérivée de f d'ordre 0, c'est f, parce que là, on ne dérive pas. On garde f comme elle est, donc, et l'ordre de la dérivée, on le met entre parenthèses pour ne pas confondre avec la puissance. D'accord? Donc, f, dérivée de f d'ordre 0, c'est f, dérivée de f d'ordre 1, c'est f', dérivée de f d'ordre 2, c'est f seconde, et ainsi de suite. Donc, la dérivée de f d'ordre n plus 1, c'est la dérivée de la dérivée de f d'ordre n. Donc, je dérive n fois, et après, je dérive encore une fois, j'obtiens la dérivée d'ordre n plus 1. Donc, si la dérivée n existe, on dit que f est n fois dérivable. Alors, on a cette formule qui est la dérivée n du produit. Ça ressemble à la formule du bilan de Newton. Théorème. Ce théorème s'appelle la formule de Leibniz. D'accord? Mais d'où proviennent ces coefficients? Regardez bien, comme dans la formule du binôme de Newton, on a la dérivée n de f multiplié par g, la dérivée de f d'ordre n-1 multiplié par la dérivée de g d'ordre 1. À chaque fois, l'ordre de la dérivée de f diminue et l'ordre de la dérivée de g augmente, jusqu'à ce qu'on obtient la dérivée de f d'ordre 0 et la dérivée de g d'ordre n. D'accord? Et en plus, les coefficients, comment avoir les coefficients? Je rappelle les coefficients binomiaux, k parmi n. Ça se note aussi Cnk parfois. K parmi n, c'est n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel. Et donc, 0 parmi n, c'est n parmi n, c'est 1. Il faut noter cette formule. La dérivée, ou bien, du coefficient p parmi n, c'est exactement le coefficient n moins p parmi n. D'accord? P parmi n, c'est exactement n moins p parmi n. Pour p égale à 0, j'obtiens 0 parmi n est égal à n parmi n. Et dans la formule de k parmi n, la formule qui contient des factoriels, si j'emplace k par 0, j'obtiens n factoriel sur n factoriel qui est égal à 1. Parce que 0 factoriel, c'est 1. Maintenant, 1 parmi n et n moins 1 parmi n, c'est la même chose. P parmi n et n moins p parmi n, c'est la même chose. Donc, pour p égale à 1 parmi n et n moins 1 parmi n, c'est n. Il faut essayer de retenir ces valeurs. 0 parmi n, c'est n parmi n, donc qui est égal à 1. 1 parmi n et n moins 1 parmi n, c'est la même chose, est égal à n. Et 2 parmi n, c'est n facteur de n moins 1 sur 2. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce n'est pas ça notre objectif. Donc, il suffit de retenir ces premières valeurs pour calculer la dérivée n de f fois g. Et donc, les coefficients, voilà les coefficients qu'on met dans la formule. Le premier coefficient, c'est 0 parmi n. C'est le coefficient de la dérivée n de f multiplié par g. 1 parmi n, c'est le coefficient de la dérivée de f d'ordre n moins 1 fois la dérivée de g d'ordre 1. Et ainsi de suite. K parmi n, c'est le coefficient de la dérivée de f d'ordre n moins k fois la dérivée de g d'ordre k. Jusqu'à le dernier, c'est n parmi n fois la dérivée de f d'ordre 0 et la dérivée de g d'ordre n.
Et voilà, et grâce à cette formule de P parmi n est égal à n moins P parmi n, il y a une certaine symétrie dans cette liste de coefficients. Le premier, c'est le dernier. 0 parmi n, c'est n parmi n. Le deuxième, c'est l'avant-dernier. 1 parmi n, n moins 1 parmi n. Et donc, c'est très utile dans la formule de Leibniz. Le premier et le dernier, ils ont le même coefficient, c'est 1. Le deuxième et l'avant-dernier, ils ont le même coefficient, c'est n. 1 parmi n, c'est n, et ainsi de suite. Donc, passons aux exemples. Bien sûr, on peut écrire ça en fonction de sigma en utilisant le symbole sigma. Sigma k parmi n, f dérivé f de f d'ordre n moins k fois dérivé de g d'ordre k, et k varie de 0 à n. Pour n égale à 1, ça s'écrit comment? Il faut revenir à la formule initiale. Pour n égale à 1, ça contient deux termes, parce que k varie de 0 à n. Donc, si n égale à 1, k il varie de 0 à 1. Donc, k il prend les deux valeurs 0 et 1. Pour k égale à 0, j'obtiens, puisque 0 parmi quelque chose c'est 1, et j'obtiens la dérivée d'ordre n qui est égale à 1 fois la dérivée de g d'ordre 0. Donc, j'obtiens f' fois g. Et pour k égale à 1, j'obtiens 1 parmi n, c'est 1, c'est parce que n est égal à 1. Et la dérivée de f d'ordre 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est la fonction f. Et la dérivée de g d'ordre k avec k égale à n, donc c'est g'. On retrouve la formule de la dérivée du produit. Pour n égale à 2, on refait la même chose. Alors là, je pense que vous allez bien comprendre. Il y a f seconde g, toujours. Le premier terme, c'est la dérivée de f d'ordre n fois g. Et les autres, c'est facile de les avoir. Je diminue l'ordre de f, de la dérivée de f, et j'augmente l'ordre de la dérivée de g. F seconde, donc ça diminue, devient f', et le g en augmente, ça devient g'. Et le troisième terme, je diminue la dérivée de f, ça devient f, et g', ça devient g seconde, on augmente. Il reste les coefficients. Le coefficient du premier et du dernier, c'est toujours 1. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Au milieu, on a 1 parmi n. Donc 1 parmi 2, c'est 2. Et voilà la formule de f fois g d'ordre 2. Alors, on passe aux exemples. La dérivée de l'exponentielle de x fois x carré plus 1. Donc là, c'est le produit de fonctions. F de x égale exponentielle de x, et g de x égale x carré plus 1. Donc, on a toutes les dérivées de f donnent le même résultat. C'est toujours l'exponentielle. Donc, ça facilite les calculs. Et pour la fonction g de x égale à x carré plus 1, la dérivée première, c'est 2x, la dérivée seconde, c'est 2. Et à partir de 3, tout est nul. Très bien, ça va faciliter les calculs. Donc, dans la formule de Leibniz, la dérivée de f fois g d'ordre n, voilà la formule. Mais ça, ça, ça donne seulement les termes pour k égale à 0, 1 et 2. Parce qu'à partir de 3, tout est nul. D'accord? Donc, il y aura k égale à 0, 1, 2. Donc, il y aura seulement 3 termes. Voilà. Le premier, c'est f fois... Le premier, c'est la dérivée de f d'ordre 2 fois g. La dérivée de f d'ordre 2, c'est l'exponentielle multipliée par g de x. Le deuxième, 1 parmi n qui est égal à n, fois la dérivée de f d'ordre 1 fois la dérivée de g d'ordre 1. Donc, c'est l'exponentielle fois 2x. Le troisième, c'est 2 parmi n fois la dérivée de f d'ordre 0 et la dérivée de g d'ordre 2. Donc, la dérivée de f d'ordre 0, c'est exactement f, c'est l'exponentielle de x. Et la dérivée de g d'ordre 2, c'est 2. Et voilà, donc on factorise le tout par exponentielle de x et on obtient la formule de cette dérivée d'ordre n. Vous voyez, donc c'est pas difficile. Ici, pourquoi on a choisi l'exponentielle multipliée par un polynôme?
Parce que c'est l'exemple le plus simple qu'on peut avoir comme application de la formule de Leibniz. L'exponentielle, parce que toutes les dérivées, c'est ça donne le même résultat, c'est l'exponentielle. X carré plus 1 parce que c'est un polynôme dont la dérivée devient nulle à partir de l'ordre 3. Et donc, il nous reste seulement trois termes, G, G' et G seconde. Et voilà, donc c'est tout pour cette séance. La prochaine fois, on verra le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis. À très bientôt.